nous pour ce club consacré au budget, notre débat politique avec Thomas Cazenave. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, ministre sortant des comptes publics, député Ensemble pour la République de Gironde. Éric Bocquet, bonjour. Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord. Vous allez évidemment débattre de ce budget présenté ce soir au Conseil des ministres. 60 milliards à trouver pour réduire le déficit. Mais alors, qui va payer? Faut-il augmenter les impôts, toucher aux dépenses sociales, faire porter les efforts sur les collectivités? Vous débattrez de tout ça. Audrey, on fera avec vous le point sur les chiffres du budget. Oui, exactement. À la fois ce qui est demandé aux collectivités et puis aussi le coup de rabot sur le fameux fonds vert. On en parlera. Et justement, on va en parler puisque ce budget il a aussi des impacts dans nos régions. C'est tout de suite. On va donc commencer ce débat sur le budget par un possible coup de rabot qui inquiète les élus locaux, celui sur le fonds vert. Avant de voir notre reportage en région, Audrey, un petit mot, qu'est-ce que ce fonds vert ? Alors c'est un fonds qui est dédié au projet d'accélération de la transition écologique, projet porté par les collectivités. Il a été lancé en 2022 avec 1,5 milliard d'euros. J'ai du mal avec les virgules ce matin. Ces crédits ont ensuite été majorés à 2,5 milliards d'euros début 2024 avant de tomber à 2 milliards au printemps. Le fonds ne devrait plus être que d'1 milliard l'année prochaine. Christophe Béchu, qui était jusqu'à peu ministre de la Transition écologique, estime que c'est un mauvais signal parce que c'est la subvention qui sert aujourd'hui à accélérer en matière de transition écologique. Oriane. Et pour comprendre justement l'inquiétude des élus locaux et ce que représente ce fonds vert pour eux, Samia Dechir nous emmène dans les Yvelines, à Villepreux. On regarde. Lorsqu'il devient maire de Villepreux il y a 4 ans, Jean-Baptiste Amonique lance un audit sur les bâtiments municipaux. La moitié sont des écoles, de véritables passoires thermiques. À elle seule, celle-ci représente 17% de la facture énergétique de sa ville. Il lance alors un grand plan de rénovation des bâtiments scolaires à 3 millions d'euros sur plusieurs années. Donc là, aujourd'hui, justement, c'est le jour de livraison des radiateurs qui vont être installés, je crois, ce week-end, parce qu'il faut pouvoir accéder aux classes. Changement des radiateurs, des fenêtres, isolation de la façade par l'extérieur. Les travaux lancés l'été dernier vont permettre 40% d'économie d'énergie. Coût de l'opération pour cette école, 800 000 euros, en partie financé grâce au fonds vert, un dispositif de l'État pour appuyer les collectivités dans leurs projets environnementaux. Sans le fonds vert, il aurait fallu trouver 200 000 euros supplémentaires. Donc ça veut dire que soit on aurait renoncé à certains autres projets, ce qu'on a fait aussi, puisque je précise qu'ici à Villepreux, on a fermé une piscine. Et puis ces 200 000 euros, si on ne les avait pas eus par le fonds vert, on aurait forcément été, je pense, obligé d'utiliser le levier de la fiscalité, ce que pour le moment, nous n'avons pas fait depuis 2020. Mais l'an prochain, ce fonds vert pourrait être réduit de 2,5 à 1 milliard d'euros, soit une baisse de 60% des crédits. Le maire de Villepreux est inquiet. Il a donné la priorité aux écoles, mais d'autres bâtiments municipaux ont besoin de travaux qui ne sont pas encore financés. Et donc c'est un gymnase qui commence à prendre de l'âge et comme on le voit ici au plafond, on a des infiltrations d'eau. Vous avez fait quoi comme sport aujourd'hui ? L'escalade ? Pour isoler le bâtiment, il faudrait débourser plus d'1 million d'euros. Sans savoir si elle aura droit au fonds vert, la commune ne peut pas lancer les travaux. Nous, nos investissements, évidemment, vont s'échelonner sur plusieurs années et d'être suspendus à chaque projet de loi de finances, à savoir quel sera le sort réservé au fonds vert, est-ce qu'il va être raboté, est-ce qu'il va disparaître, ça ne nous permet pas, nous, d'envisager la suite sereinement. Sans le fonds vert, on risque d'avoir de grandes difficultés pour poursuivre cette dynamique de travaux et d'investissements qui ne sont pas des travaux de confort, qui sont évidemment des travaux essentiels sur des bâtiments qui accueillent du public au quotidien. En 2023, le département des Yvelines a touché 10 millions d'euros du fonds vert. 10 millions d'euros, c'est la somme qu'il faudrait à la seule commune de Villepreux pour rénover l'ensemble de ses bâtiments municipaux. Thomas Cazenave, on voit les conséquences concrètes de ce fonds vert pour les élus locaux. Est-ce qu'il faut toucher à ce fonds vert ? De manière générale, dans quelle situation on est ? On a une exigence collective de réduire le déficit public. Donc on va demander des efforts à tout le monde. Ce fonds vert, il a été créé d'ailleurs sous la précédente mandature pour accélérer les investissements dans la transition écologique. Et à l'heure où d'ailleurs, y compris les élus locaux demandent à l'État de faire un effort sur son propre budget, c'est normal que l'État regarde dépense après dépense comment on peut faire des économies. Je ne dis pas qu'il a été bien utilisé, le fonds vert, mais on rentre dans un moment où partout, le gouvernement va devoir faire des choix. Et je donne
un exemple sur la rénovation énergétique, notamment des écoles. Quand j'étais député, j'ai passé une proposition de loi sur le tiers-financement dans la rénovation énergétique, précisément pour répondre à la question de monsieur le maire, c'est-à-dire comment je fais alors que je n'ai pas l'argent pour rénover mes écoles. On a créé un dispositif qui permet à des acteurs extérieurs, dans le champ bancaire, dans le champ mutualiste, d'investir pour la collectivité qui va rembourser sur 30 ou 40 ans avec les économies d'énergie. Donc il y a d'autres solutions que la seule solution de la subvention. Et il va falloir qu'on fasse preuve de créativité d'une certaine manière pour à la fois réduire notre déficit public et continuer la transition écologique qui est indispensable. Éric Bocquet. Écoutez, moi je ne connais pas un euro gaspillé dans les collectivités. Les collectivités représentent encore 70% de l'investissement public dans ce pays. Donc c'est une erreur de les considérer sans arrêt comme une variable d'ajustement budgétaire. Les collectivités n'ont aucune responsabilité dans le niveau de la dette publique en France. La dette des collectivités représente 8 à 9% de l'ensemble de notre dette publique, et ça c'est vrai depuis 30 ans. Et l'investissement, les emprunts des collectivités servent à financer l'investissement, pas le fonctionnement. On ne paye pas l'assurance, on ne paye pas les salaires, on ne paye pas l'électricité avec les emprunts. Et tout ça est maîtrisé. Les communes, les collectivités globalement, remboursent capital et intérêt à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas le cas de l'État. Donc faire payer la note aux collectivités, c'est une injustice. Et deuxièmement, au plan économique, c'est complètement inefficace. C'est autant de commandes pour l'emploi public, pour les artisans, les entreprises qui vont s'occuper d'isoler les bâtiments et puis de répondre en partie aux défis climatiques. Donc c'est un levier sur lequel il faut s'appuyer, les collectivités. Ce n'est pas une variable d'ajustement budgétaire. Peut-être une réaction là-dessus, parce qu'on est dans parfois un dialogue de sourds, je trouve, entre l'État et les collectivités, alors même que, qu'est-ce qu'on constate ? Vous avez raison de dire, moi je dis souvent, les élus locaux sont de bons gestionnaires, il n'y a pas de difficulté. En revanche, les collectivités territoriales ne veulent pas, manifestement, prendre leur part à l'effort national de redressement des finances publiques. Et la question que vous posez, monsieur le sénateur, c'est de dire, mais au fond, c'est illégitime. Elles n'ont pas à contribuer au redressement des finances publiques. Et pourtant, en représentant 20% de la dépense publique, en ayant été largement aidées pendant la période de crise, le fonds vert, c'est quand même aussi une manière, en sortie de crise, de relancer l'investissement, vous avez raison. Et moi, j'ai observé une chose. L'année dernière, le déficit global des collectivités territoriales, c'était 5 milliards. Et on va passer une vingtaine de milliards. Donc il y a une accélération de la dépense, d'investissement. Mais sauf qu'on a le déficit public en commun. Le déficit public, c'est pas que le déficit de l'État. C'est la somme de toutes les dépenses. Et dire, écoutez, l'État, vous vous débrouillez, les collectivités, on n'y touche pas, je trouve que c'est pas ni juste ni très responsable. Je pense qu'on doit trouver, on n'a pas réussi manifestement à trouver ce chemin pour les faire contribuer à côté de l'État au redressement des finances publiques, mais on ne peut pas continuer ce discours qui consisterait à dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Boris Ravignon, il y a un maire de Charleville-Mézières, on ne peut pas accuser d'être un jacobin de l'État. Il dit quoi ? Il dit il y a 7 milliards d'euros de dépenses inutiles entre l'État et les collectivités territoriales. Parce que le millefeuille, c'est des surcoûts, des compétences partagées, on doit pouvoir faire des économies. Et moi, j'aimerais qu'on affronte ce sujet-là. Éric Woerth était en plateau il y a quelques minutes, il a d'ailleurs remis un rapport, moi je trouve très utile, parce qu'il ouvre des pistes de réforme structurelle. On doit engager une réforme structurelle pour sortir ce face-à-face que certains voudraient installer entre l'État et les collectivités. Vous essayerez d'expliquer ça au Congrès des maires au mois de novembre prochain. Si on vient vite. Les communes, heureusement. Non, franchement, je ne partage pas du tout cette vision. Quand l'État décide, et c'est une bonne décision, de débloquer le point d'indice des fonctionnaires, ça s'est fait sur le dos des collectivités, sans compensation de l'État. Mais non, les communes ont appliqué, et c'est bien pour les fonctionnaires concernés. C'est vrai qu'il y avait une injustice de ce point de vue, mais c'est les communes, c'est les collectivités qui ont supporté ça. Les coûts de l'énergie, comme les ménages, comme les entreprises, les collectivités ont été percutées par l'augmentation. On a voté un filet de sécurité, vous le savez. Spectaculaire des factures d'énergie en gaz, électricité. Enfin, on connaît des communes où on a eu 300-400%. C'était absolument extraordinaire. Les collectivités ont géré ça en sortie de Covid. Heureusement qu'il y avait les communes. Heureusement qu'il y avait les communes pour gérer tout ça et aider au passage de cette crise difficile. Donc aujourd'hui, présenter la facture aux collectivités, franchement, je ne partage pas du tout.
On va voir justement précisément ce qui est demandé, de ce qu'on sait en tout cas aux collectivités dans le prochain budget. Oui, parmi les premières infos qu'on a pu avoir, le gouvernement va leur demander un effort de 5 milliards d'euros, un effort concentré sur 450 collectivités les plus importantes. Ça veut dire qu'il y aura des collectivités qui seront dispensées, les plus petites communes et les 20 départements les plus pauvres de France. Évidemment, tout ça doit être confirmé ce soir lors de la présentation du budget en Conseil des ministres. Pour les collectivités qui devront mettre la main à la pâte, un fonds d'épargne imposé sera créé. Il devrait permettre un coup de frein de 2,8 milliards d'euros sur la dépense, une épargne qui devrait normalement être restituée, mais ultérieurement. Oui, mais voilà, problème, les collectivités ont d'ores et déjà annoncé qu'elles n'accepteraient aucune mesure, vous l'avez évoqué. Écoutez David Lisnard à ce sujet. Ce qui m'énerve, ce qui m'agace, ce qui me contrarie, c'est toute la présentation qui est faite où on demande des efforts. D'abord, il y a un côté infantilisant, comme toujours, qui est assez pénible. Mais sur le fond, il ne s'agit pas d'économie. Il s'agit de prélèvements supplémentaires de l'État. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'État demande aux autres d'assumer ses propres turpitudes. Qu'est-ce que vous lui dites à David Lisnard, Thomas Cazenave ? D'abord, ce n'est pas tout à fait comme ça que je lis le projet de budget tel que je l'ai compris sur les collectivités. 5 milliards, c'est loin de... On va demander aux collectivités d'absorber tout le déficit de l'État. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une contribution à un effort de redressement. On annonce un effort de redressement de 60 milliards. Bon, 5 milliards sur 60 milliards. David Lisnard se trompe quand il dit on demande aux collectivités de venir, faire les fins de mois de l'État. Bon, premier élément. Deuxième élément, il faut qu'on sorte de l'idée qu'il y aurait les collectivités d'un côté, l'État de l'autre. On est dans un pays unitaire, avec des finances publiques ensemble. Les collectivités ont par exemple des impôts nationaux. La TVA, qui a d'ailleurs beaucoup progressé ces dernières années. On ne peut pas faire, et je pense que ça, c'est peut-être un effet de la fin du cumul des mandats. Maintenant, on a l'impression qu'il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a les élus locaux d'un côté, et puis il y aurait l'État de l'autre. Je pense que c'est une erreur complète qui nous envoie dans le mur. Et un peu d'irresponsabilité d'une certaine manière. Moi, encore une fois, je n'ai jamais pointé du doigt les élus locaux. Je pense juste qu'aujourd'hui, les collectivités n'ont pas décidé de participer à l'effort. Et donc, elles ont lancé des projets d'investissement. Et quand vous disiez, il n'y a que des projets utiles dans les collectivités, je suis député à Bordeaux, je peux vous donner plein de projets parfaitement inutiles lancés par des élus locaux sur mon territoire aussi. Petite parenthèse, ça veut dire qu'il faut revenir sur le cumul des mandats ? Non, je dis juste que... C'est une des pistes d'Éric Woerth. Je vois l'effet, si vous voulez, de deux mondes qui s'affrontent. Et je pense que cet effet-là, on ne l'avait peut-être pas anticipé au début. Éric Bocquet, est-ce que c'est pas normal ? Là, c'est les 450 collectivités les plus importantes qui sont concernées. Est-ce que c'est pas normal, compte tenu de l'état de nos finances publiques, qu'elles prennent leur part aussi à cet effort ? Je répète, elles n'ont aucune responsabilité dans la situation budgétaire et financière. Et les efforts, les collectivités les font depuis des années. Toutes les collectivités ont renégocié leur contrat d'assurance de maintenance. Toutes les collectivités ont engagé des dépenses d'investissement pour passer des ampoules sodium aux ampoules LED pour réduire la consommation d'énergie, le prix de la ramette de papier. Chaque euro est ciblé, analysé, comptabilisé de manière très sérieuse et responsable. Donc il y a eu les contrats de Cahors il y a quelques années, primes aux collectivités qui n'augmenteraient pas leurs dépenses de plus de 1,2. Moi je suis conseiller à la métropole européenne de Lille. On n'était même pas à 1,2, on était à 0,7. Donc elles sont vertueuses. Enfin, il faut arrêter de les culpabiliser, de les pointer du doigt. C'est vécu comme ça. Et c'est une réalité. Oui, mais regardez, par exemple, quand on voit que les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales augmentent de 7%, que les effectifs continuent à progresser, c'est un problème quand même. Le point d'indice, ça n'a pas un lien avec ça ? Le point d'indice, vous savez, moi, d'ailleurs, je partage l'avis d'Éric Woerth. Je pense qu'il faut arrêter cette situation dans laquelle, en revalorisant le point d'indice, on revalorise le salaire, y compris des agents publics territoriaux. Je pense que les collectivités territoriales doivent être complètement libres de leur politique salariale. Et moi, je suis pour ce qu'on appelle la décorrélation du point. Voilà. L'État ne déciderait plus pour tout le monde et les élus en responsabilité décideraient d'augmenter ou pas. Je pense que ça, c'est une voie de responsabilisation pour éviter cet affrontement permanent. Après, on voit que les dépenses sont très dynamiques. Quand je vous dis on est passé de 5 à 20 milliards de besoins de financement, c'est vrai, c'est la réalité des chiffres. Ça ne fait pas plaisir aux représentants des associations d'élus quand on dit ça, mais moi je ne dis pas ça pour mettre de l'huile sur le feu. Je dis, regardons, 15 milliards de plus, c'est 0,5... mais est-ce que, par exemple, pour les finances des collectivités, ça n'a pas été une erreur de supprimer la taxe d'habitation ? Elle a été, pour les finances des collectivités, la suppression de la taxe d'habitation compensée.
compenser, je le redis ici, on a eu l'occasion d'en débattre avec le sénateur Bocquet au moment du dernier PLF, à l'euro près. Donc c'est pas un sujet... Et elle le sera encore compte tenu de l'état des finances publiques ? Oui, oui, on verra, je suis plus prudent, on verra. Je pense qu'il n'y a aucune raison de revenir en arrière. En revanche, je pense que maintenant, il faut trouver le bon mécanisme pour les inviter à contribuer au redressement. C'est un effort national. On va demander aux plus aisés de contribuer, ce que je comprends avec les contribuables les plus fortunés. Je pense que c'est un effort collectif. Les grandes entreprises, les contribuables, l'État naturellement, l'État a beaucoup d'efforts. Hein. Nous, on avait préparé un budget qu'on a proposé ensuite aux équipes, à Michel Barnier et son gouvernement, de reprendre ou pas. Il y avait déjà 15 milliards d'économies. Donc, pour l'État. Donc voilà, moi je pense qu'il faut rentrer dans la logique. Effort partagé, on se retrousse les manches et on va y arriver. Un dernier mot là-dessus. Je suis content que vous citiez la taxe d'habitation. C'est l'exemple parfait des choix qui ont été faits de réduction des recettes. On ne va pas remonter au siècle passé, mais allez, 15-20 ans en arrière. Suppression de la taxe professionnelle en 2010, suppression totale. Autant d'argent dont on a privé les collectivités. Suppression de la taxe d'habitation. Suppression de la CVAE. La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, 4-5 milliards, voilà. Alors là, c'est un peu différé pour la suite. Mais on ne fait que réduire les recettes du budget de l'État. Alors, moi, je ne suis pas sorti de Polytechnique, mais un budget, ce sont des recettes et des dépenses. Si vous créez un déficit de dépenses, ben oui, au bout, il va vous manquer de l'argent. Cette année, il manque 150 milliards. On paye la conséquence de ces 30-40 années où on s'est évertué, le camp libéral, globalement, à diminuer les recettes, à diminuer l'impôt, à démanteler la souveraineté fiscale de l'État et budgétaire. Voilà ma position de fond. Et donc aujourd'hui, demander des comptes aux collectivités, franchement, c'est un peu fort de café. Autre piste, et vous l'avez un peu évoqué, Thomas Cazenave, passer par des augmentations d'impôts pour les plus fortunés. Augmentation temporaire et exceptionnelle, promet le gouvernement sur les grandes entreprises profitables, celles qui font plus d'1 milliard d'euros de bénéfices. Parmi les pistes, on parle notamment d'une surtaxation d'impôts sur les sociétés. Autre mesure de justice fiscale, selon les termes du gouvernement, une augmentation d'impôts temporaire, elle aussi, sur les 0,3% des ménages les plus fortunés. Ça concerne les foyers qui, sans enfants, touchent environ 500 000 euros par an, 75 000 ménages à peu près dans notre pays, Oriane. Merci Audrey, ça va dans votre sens, Éric Bocquet. Ça ne pipe pas. 38 millions de foyers fiscaux en France, 0,3%. On est très très loin du compte et c'est de manière exceptionnelle et temporaire. Alors oui, c'est ce Barnier, je comprends ses difficultés, j'ai du respect pour l'individu, mais il doit un peu donner des gages pour dire, voyez, tout le monde va contribuer. Mais là, on n'est pas dans la même échelle, franchement. Et puis dans le même temps, 40 milliards de réduction des dépenses publiques. C'est pas assez là, pour vous ? Enfin, attendez, non, pas du tout. Ils ont supprimé l'ISF. On a inventé... Non, transformé. Ouais. Au lieu de rapporter 5, ça rapporte 1,8. Bon, c'est de la diminution au bout du bout, d'accord ? Soyons clairs. Le prélèvement forfaitaire unique, le flat tax, comme on dit en bon anglais, qui plafonne à 30% la taxation des dividendes. Chaque année, vous l'avez vu, monsieur le ministre, comme moi, explosion des dividendes, ça va bien, quoi. Ça va bien. On s'est privé de milliards de recettes, là aussi, quand même. Si ça, c'est pas dogmatique, c'est technique. Alors, on a un désaccord avec Éric Bocquet, mais qui n'est pas nouveau. C'est que moi, je considère que la politique qui a consisté à baisser l'impôt sur les sociétés depuis 2017, à baisser les impôts de production, elle a produit de très bons résultats. Pourquoi elle a produit de très bons résultats ? Parce qu'elle nous a permis d'être un territoire attractif, qui crée des emplois. Regardez ce qui se passe autour de nous, quand même. Quand on a plus de 1% de croissance, c'est notre politique économique qui fonctionne. Et c'est ça l'enjeu. On devrait se battre ensemble pour le plein emploi, d'ailleurs. Et on dit juste qu'à surtaxer les entreprises, vous avez quel effet ? Elle crée moins d'emplois. Et je pense que ce n'est pas l'objectif commun. Et donc nous, dans la proposition du gouvernement, on est quand même très attentifs aux choix fiscaux. Je veux dire, il y a une orientation qui ne nous convient pas. On l'a dit, on ne souhaite pas alourdir le coût du travail. Pourquoi ? Parce que l'alourdissement du coût du travail, c'est du chômage. Mais on ne vient pas sans proposition alternative. On s'est donné une règle dans le groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée. Si on fait une proposition qui a un impact sur le déficit public, on en met une autre à côté. On a dit, nous, on préfère remettre la réforme de l'assurance chômage sur la table plutôt qu'alourdir le coût du travail. On privilégie l'emploi au chômage. Voilà, on est clair. Sur l'IS, c'est une contribution exceptionnelle. L'impôt sur les sociétés. Pardon, l'impôt sur les sociétés pour un peu plus de 8 milliards d'euros, donc c'est quand même une contribution très importante. Je crois que dans le contexte qui est le nôtre, on peut le comprendre. Mais on sera extrêmement vigilant parce qu'on ne veut pas, encore une fois, casser le moteur économique, casser l'attractivité, et on le paiera. On le paiera dans nos territoires, avec des licenciements ou moins de création d'emplois. Mais je crois que c'est ça notre désaccord
profond. C'est que, moi je pense que la politique fiscale, c'est pas une fin en soi, elle doit être au service d'un projet, et notre projet politique, c'est le plein emploi. C'est ça la grande conquête sociale que nous, on veut porter. C'est aussi l'éradication de la pauvreté dans ce pays. 14% de gens vivant sous le seuil de pauvreté dans ce pays. Avec le travail, c'est une préoccupation majeure. L'impôt société, il y a 38 ans, il était à 50%. Aujourd'hui, il est ramené à 25%. Il y a là aussi une perte de recettes qui a été décidée, choisie, délibérément. Voilà, alors... Mais en même temps, on a baissé le chômage. Ouais. On peut en convenir. Il y a ça, il y a l'impôt. Et puis, il y a toutes les aides publiques qui sont versées au monde économique. 180 milliards par an. Sans forcément conditionnalité, sans vérifier les résultats, etc. Il n'y a pas un sujet de ce côté-là? Les niches fiscales, 465 niches fiscales dans ce pays, qui représentent un coût, vous le savez, de 94,2 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne peut pas regarder un peu de ce côté-là? Je ne dis pas qu'il faut tout supprimer, mais voir un peu l'efficacité économique, sociale, par rapport aux inégalités, et puis on fait le tri. Bien sûr. Il n'y a pas et l'évasion fiscale, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y a quelques dizaines de milliards qui nous échappent chaque année. Quand on additionne tout ça, ça fait presque un budget annuel de la France. Je pense que du côté des recettes, il y a un gros travail à faire. Mais quand vous dites sur les aides aux entreprises, d'ailleurs, quand j'étais encore au gouvernement, avec Gabriel Attal, on avait lancé une revue de dépenses sur les aides aux entreprises. Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on regarde, dans la situation qui est la nôtre, il faut qu'on regarde dispositif par dispositif. Mais on n'a pas de position dogmatique, nous, hein. Dire, s'il y a des aides qui ne sont pas efficaces, on n'a pas de problème à dire qu'on doit pouvoir les remettre en cause. Mais sur la fiscalité, voilà, on est extrêmement vigilant parce qu'on ne veut pas... On accepte tout à fait le principe de la justice fiscale avancé par Michel Barnier. On ne s'y oppose pas et on comprend la situation qui est là. Mais attention, sur la fiscalité qui pèse sur l'activité économique, parce qu'encore une fois, on ne retombe pas dans les travers qu'on a connus. Vous citiez des chiffres du taux d'impôt sur les sociétés il y a plusieurs décennies. Mais il y a plusieurs décennies, on était encore avec le chômage de masse. Et je trouve que c'est une vraie victoire que d'avoir ramené le chômage à 7,5%, d'avoir créé 2 millions d'emplois. On réindustrialise le pays, y compris dans le territoire qui est le vôtre. Bon, c'est des sacrées conquêtes quand même, tout ça. Alors attention à ne pas casser ce qui marche. Juste pour qu'on comprenne bien, Thomas Cazenave, puisque vous aviez commencé à préparer le budget quand vous étiez à Bercy, est-ce que le budget, en tout cas de ce qu'on en sait, qui va être présenté par Michel Barnier, vous convient ? D'abord, on attend qu'il attend. Moi, je pense qu'on partage quelques grands objectifs avec Michel Barnier. D'abord, est-ce qu'il faut réduire le déficit public ? Oui. Est-ce qu'il faut protéger celles et ceux qui travaillent ? Oui. Il n'y a pas d'alourdissement de l'impôt sur le revenu pour toutes celles et ceux qui travaillent. C'était très important pour nous. Et donc, est-ce qu'il faut faire des économies prioritairement sur la dépense ? Ce que j'en comprends, la réponse est oui, puisque il y a des économies attendues. On avait préparé 15 milliards. Donc pour l'instant, sur les grandes lignes, on partage. Mais par contre, on va avoir des sujets de débat. Et c'est bien normal. D'ailleurs, Michel Barnier nous a invités nous-mêmes à dire « faites des propositions ». Et je vous en ai fait une. J'ai dit « attention ». L'alourdissement des charges qui pèsent sur les entreprises, nous on est très réservés pour ne pas dire opposés et on propose tout de suite une mesure alternative avec la réforme de l'assurance chômage. Quelles vont être vos propositions, vous, Éric Bocquet, les propositions du groupe communiste en tout cas? Écoutez, nous on va augmenter le nombre de tranches sur l'impôt sur le revenu. Il y en avait 14 dans les années 80. C'est pas le Moyen-Âge, c'était il y a 4 décennies. Aujourd'hui, on est à 5. Le taux maximal était à 65% à l'époque. Aujourd'hui, il est à 45%. Voilà. Quand on voit l'état de santé des hauts revenus, ça se porte pas trop mal, quoi. L'impôt société, aujourd'hui, il y a une discussion au Sénat sur une proposition de loi du groupe socialiste visant à augmenter l'impôt société. Bon, c'est un pas dans le bon sens. On va soutenir, on va débattre de ça ce matin. Il y a des pistes. Et puis, il y a dans mon esprit aussi cette année, on va verser 55 milliards d'euros d'intérêts au marché financier qui finance notre budget. Vous le savez, Monsieur le Ministre, le budget de la France depuis 2 ans est financé à part égale par les impôts, les taxes et la dette. On va réemprunter cette année 285 milliards d'euros à minima. On va peut-être aller à 300. Donc on ne va jamais arrêter de sortir de cette dette-là. On est dans la dette à perpétuité, si je comprends bien. Quand est-ce qu'on va sortir de ça? Ces 55 milliards d'euros, c'est presque les économies que M. Barnier veut proposer dans le budget 2025. Mais qu'est-ce que vous proposez, de l'annuler, la dette? Je propose que la France ait un budget souverain, que nous maîtrisions nos ressources. L'impôt sur le revenu, moi je suis un militant de l'impôt, mais un impôt juste, progressif et auquel personne n'échappe. Sans impôt, pas de société, pas de solidarité, pas de service public, pas d'égalité, pas de république. Vous voyez? Donc moi, je suis un militant de l'impôt. Donc je suis pour un budget souverain. Je lisais ce matin Les Échos. Je lis Les Échos, c'est mon journal de chevet, avec l'Humanité, bien sûr. Hier, dans Les Échos, la France et l'Italie sous la surveillance des marchés et des agences de notation. Ce matin, deuxième lame, M. Barnier se lance dans la bataille politique sous l'œil des marchés financiers.
Qui est-ce qui dirige la politique de la France ? De Gaulle disait il y a quelques décennies, la politique de la France ne se décide pas à la corbeille. Je crains que nous soyons aujourd'hui revenus à la corbeille, les marchés financiers nous regardent. C'est eux qui nous financent, sans hésiter. On nous prête allègrement, hein. On n'hésite pas, on fait la queue prêter à la France, vous le savez. Vous le savez, à Bercy, l'agence France Trésor émet sans difficulté. Quand est-ce qu'on va sortir de ce cercle infernal ? Je suis pour un budget souverain de la France. Mais Éric Bocquet, pour cela, pour ne pas être sous la surveillance des marchés, il faut arrêter d'emprunter. Et donc, il faut avoir un budget à l'équilibre. On est d'accord. Et alors, un budget à l'équilibre, c'est quoi ? C'est faire des efforts sur la dépense. Parce que quand vous me dites, quand même, excusez-moi, sur les recettes, quand vous dites quand même, il faut revenir à une vraie politique, je vous entends, une vraie politique fiscale des recettes. Mais on est le pays qui taxe le plus d'Europe. Et vous pensez qu'on peut continuer à augmenter... D'abord, est-ce que vous pensez que les Français veulent continuer à voir leur impôt sur le revenu augmenter ? Voir l'impôt sur les sociétés augmenter, avec la désindustrialisation que ça va produire dans tous nos territoires ? Donc le levier, ça ne peut pas toujours être, monsieur le sénateur, l'impôt, plus d'impôt, plus d'impôt. Ce n'est pas vrai. Au moment, il faut créer de la richesse. S'il n'y a pas de richesse, il n'y a plus rien à taxer. Et donc, moi, je suis pour qu'on préserve la compétitivité économique, qu'on continue vers la croissance, qu'on investisse dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la réindustrialisation. Et c'est comme ça qu'on arrivera, et en faisant des économies, à redresser les comptes. Mais surtout pas avec un matraquage fiscal qui éteindrait toute activité économique. Donc la souveraineté, on peut se retrouver, mais je pense que le chemin à emprunter n'est pas le même. Moi, je ne suis pas pour un choc d'impôts, je suis pour la poursuite de la politique de la croissance et des économies. Il faut changer le logiciel, faire machine arrière, revenir à cette souveraineté. Tout à l'heure, vous parliez du coût du travail. Le travail n'est pas un coût. Le travail est générateur de richesse. Non, mais je parle du coût qui pèse sur le travail. C'est le travail qui crée la richesse. PIB, 2800 milliards cette année. Hormis la période Covid, qui a forcément été difficile pour le monde entier, le PIB augmente chaque année. On crée plus de richesses chaque année. Malgré les 35 heures, malgré notre système de protection sociale, nous sommes la 7e puissance économique du monde. On est un pays qui produit beaucoup, avec une très grande productivité par rapport à nos concurrents. Pas que. Parce qu'on est attractif, il y a le savoir-faire, il y a les compétences, il y a la volonté de faire. Les gens aiment le travail, voilà. Parce qu'on attire génère de la richesse. Bien sûr, mais pour ça, il faut qu'on attire des investissements, il faut qu'on soit compétitif, il faut que ce soit un territoire d'industrie, j'allais dire. Et ça, ça dépend aussi de votre politique fiscale. Si vous augmentez votre taux d'IS à 50% comme vous le dessinez là, je vais vous dire, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui vont se créer en France. Ils iront les créer ailleurs. Donc non, et je pense que l'objectif de la souveraineté, on le partage, la réindustrialisation, mais le chemin que vous proposez me semble être un chemin qui nous amènerait dans l'impasse. Peut-être une question à ce sujet sur l'impôt sur les entreprises les plus profitables. Votre collègue Gérald Darmanin est opposé en disant que ça va créer du chômage. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, ce qu'on dit, c'est qu'on est préoccupé par cette mesure. C'est vrai. On dit attention à ne pas, pour les raisons que je viens d'exposer qu'Éric Bocquet, c'est que si on casse la dynamique économique, la croissance, l'industrialisation, on va le payer comment ? Avec du chômage. Bon, donc on est très prudent. En revanche, on voit bien que ça rapporte 8 milliards d'euros et que le contexte est très difficile. Et comme j'ai dit, quand on est contre une mesure, il faut une proposition alternative, parce qu'on est responsable aussi, nous. On ne veut pas mettre des bâtons dans les roues dans le redressement des finances publiques. Donc on dit, pourquoi pas ? On va le regarder, on va le retravailler à l'Assemblée. Pourquoi pas trouver conditions dans lesquelles les grandes entreprises, exceptionnellement, peuvent contribuer grâce aux bénéfices qu'elles ont générés. Mais on sera vigilant pour que ça n'ait pas un impact sur notre croissance, notre attractivité, parce que c'est ça que nous devons absolument conserver. Le débat parlementaire, il va être compliqué. Je pense que le débat va être animé. Il était déjà... il est un peu chaque année au moment du budget. Ça, Éric Bocquet le sait très bien. On est dans un contexte très tendu, donc oui, ça sera conception contre conception. Mais ça, c'est le débat démocratique, ça va bien, ça. Ça, c'est dynamique, c'est ça la démocratie. Un dernier mot, Thomas Cazenave, parce que les chiffres du déficit, ils sont alarmants. Ça fait 7 ans maintenant qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Comment on en est arrivé là ? Alors, il faut... Parce que moi, j'entends honnêtement des choses qui... Tout et n'importe quoi sur cette question-là. On rappelle un peu les choses. 2017, Emmanuel Macron arrive au pouvoir, avec Édouard Philippe, Gérald Darmanin et d'autres, Bruno Le Maire, redressement des comptes publics. On est passé quasiment à 2% du déficit. Avec la suppression de l'ISF et le PFU. Eh bien, ça marchait bien. Première mesure. Mais grâce à ça, grâce à ça, on a créé de l'activité économique, on a remis de l'argent dans les caisses et regardez, 2%, un peu plus de 2%. Puis les crises successives. Le pays n'a pas été épargné. Et on a beaucoup dépensé. D'ailleurs, au Sénat comme à l'Assemblée, tout le monde voulait tout le temps mettre beaucoup plus d'argent, et encore de l'argent, et encore de l'argent, et encore de l'argent. Bon. Et nous, on a dit stop.
Maintenant, il faut redresser. Et c'est ça le moment où on en est. Et je dis sur cette année 2024, je l'ai dit au gouvernement, ne baissez pas les bras. On ne va pas accepter plus de 6% de déficit. Nous, on avait préparé, on a fait 10 milliards d'euros d'annulation, ça nous a valu des débats houleux, ici au Sénat comme à l'Assemblée, mais on avait prévu d'en faire d'autres. De nouvelles recettes, de nouvelles économies. On a gelé 16,5 milliards d'euros pour permettre au gouvernement de faire des économies. Dès 2024, il ne faut pas lâcher l'année 2024. Un dernier mot, Éric Bocquet, il nous reste Il aurait peut-être fallu mettre en place un projet de loi de finances rectificative, comme beaucoup le demandaient au printemps, et qui n'est jamais advenu. Et maintenant, la facture, elle est présentée maintenant. Donc, voilà. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ce débat. On suivra évidemment la présentation du budget et les débats au Parlement. Si vous voulez bien rester un peu avec nous, on va regarder ce qu'est la une de la presse régionale. Et Audrey, on commence par la tempête Kirk qui fait la une de nos quotidiens ce matin. Oui, le département du Rhône a été touché de plein fouet, nous rapporte Le Progrès. Le département a été placé hier en vigilance orange pour vent violent. Et vous le voyez sur la une, les arbres ont été couchés sur la chaussée. Le trafic SNCF a aussi été perturbé. Ce matin, le républicain lorrain décide d'aller plus loin et s'interroge. Pourquoi y a-t-il autant de tempêtes ? Eh bien, c'est le dérèglement climatique qui est en cause. L'évaporation est plus intense et les phénomènes climatiques, même s'ils ne sont pas forcément plus nombreux, sont en tout cas beaucoup plus intenses. Eux aussi, le quotidien prévient, il va falloir apprendre à vivre avec et adapter nos infrastructures, les routes, les ponts, les barrages pour contenir les débits hydrauliques. La Provence revient sur le choc à Cavaillon après l'incendie de véhicules de police. 4 véhicules de police ont été incendiés devant le commissariat de Cavaillon. C'était hier en pleine opération antidrogue, un incendie impressionnant. Il a fallu évacuer les gardés à vue à l'hôtel de police d'Avignon. Un incendie exemple de la vague de violence que connaît Cavaillon ces dernières années. Tout a basculé en 2021 et avec cette escalade désormais, les trafiquants viennent de Marseille à Cavaillon. Des suites concernant les gendarmes, mauvais payeurs partout en France. Information mise au jour en début de semaine et toute la France serait concernée à l'exception des Outre-mer. La gendarmerie ne paye plus ses loyers aux communes en raison de difficultés financières. L'agglomération de Rouen ne fait pas exception, souligne Paris-Normandie. En cause, l'engagement opérationnel, notamment pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques et pour rétablir l'ordre en Nouvelle-Calédonie qui a fortement impacté la programmation budgétaire de la gendarmerie. Le courrier Picard s'intéresse aux enfants malades des pesticides de leurs parents. Le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides vient en effet de reconnaître l'existence d'un lien entre le décès d'une enfant de 4 ans d'un cancer et le métier de sa maman, fleuriste. Elle avait été exposée aux pesticides pendant sa grossesse. Le quotidien souligne qu'à Amiens, au sein de la consultation pesticides et pathologies pédiatriques qui a été ouverte il y a 1 an au CHU. 7 dossiers du même ordre sont éligibles au fonds d'indemnisation. Et puis j'ai appris en lisant l'article qu'il n'existe en fait aucune réglementation européenne pour les fleurs, aucune réglementation limite de ces résidus marginaux, contrairement à ce qu'on peut avoir pour les fruits ou les légumes. Et puis j'essaye de terminer sur une note un petit peu plus légère. C'est en une du journal de Saône-et-Loire. Jérémy Janin, boulanger à Saint-Léger-sur-Dône, se prépare pour la finale du meilleur pain au chocolat. Vous dites chocolatine, je le sais. Oh là là. En tout cas, moi, je veux bien me dévouer pour faire le reportage. La finale aura lieu le 30 octobre. Pain au chocolat, chocolatine. C'est un nom, on ne va pas relancer le débat. Merci beaucoup Thomas Cazenave et Éric Bocquet d'être venus avec nous.